SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches. Par Charlotte Hugh. 4e partie, chapitre 4. La mère ou la fille? Vivre ma jeunesse parmi les autruches avait fait naître en moi dès le plus jeune âge l'envie de me démarquer de ma famille. J'avais à cœur d'incarner des valeurs telles que la spontanéité et la transparence en toutes circonstances. Et tant pis si je créais le malaise, en passant parfois pour une fille extravagante ou dévergondée. C'est donc avec mon naturel bien connu que j'ai annoncé à toute la famille ma décision de couper contact avec ma mère. Loin de moi l'envie de déclencher une polémique. Dans mon histoire, il n'y avait ni victime ni coupable. Toutefois, je me doutais bien que de son côté, ma mère ferait tout son possible pour sauver les apparences de notre relation aux yeux des autres. Aujourd'hui, je ressentais plus que jamais l'intense besoin de faire la lumière sur la réalité. Une fois le sujet abordé, seul mon père a continué à faire comme si de rien n'était, en bon docteur autruche. Les autres membres de ma famille ne pouvaient tout simplement pas s'empêcher d'en parler à chacune de nos conversations. « Tu sais que ta maman ne nous a toujours rien dit concernant votre dispute? Mais c'est incroyable! À l'entendre, on jurerait que tout va bien entre vous. » C'est très contrariant, cette histoire. Il va vite falloir vous réconcilier toutes les deux. Mais pourquoi nous réconcilier? Il n'y a pas vraiment de conflit. C'est juste moi qui n'en pouvais plus de cette situation. Vous deviez bien vous douter que ça allait arriver un jour. Je vois pas pourquoi je devrais rétablir le lien avec elle s'il n'est pas sincère et qu'il m'intoxique. Eh bien parce que Charlotte, c'est ta mère, et on ne se fâche pas avec la famille. C'est comme ça, c'est sacré. J'entendais, j'éprouvais de la compassion pour eux. Ces membres de ma famille, qui étaient à mes yeux des partisans du dos rond, du sourire poli et du coup de gueule qu'on étouffe, au nom de la soi-disant bonne entente familiale. Pas étonnant que mon élan d'authenticité assumait les ébranle. Ma grand-mère en avait même le sommeil perturbé. Moi, je ne voulais pas leur faire du mal, mais je n'avais pas endossé la responsabilité de leur réaction pour autant. Et vous, alors, est-ce que vous lui en parlez aussi à maman de tout ça, histoire de la bousculer et de l'aider à cheminer? Elle le sait en plus, que vous connaissez la vérité. Je l'avais prévenue que je diffuserais l'info à toute la famille avant de raccrocher. Oh là là, non, penses-tu? Nous, on ne dit rien. Tu sais bien comment est ta mère, Charlotte. Elle le prendrait vraiment très mal si on se permettait de dire quoi que ce soit. Et nous, on ne veut surtout pas se fâcher. C'est dingue, à quel point les membres de ma famille semblaient confondre désaccord et désamour. Après plusieurs semaines, j'ai senti l'agacement monter dans mon ventre, avec leur « ta maman par-ci, ta mère par-là, oh tu sais, elle va pas bien, sois gentille avec elle, rappelle-la ». C'est fou le poids du système familial. Je venais tout juste de me délester d'une charge, c'était pas pour en supporter une nouvelle. En prenant mes distances avec ma mère, certes, je m'attendais pas à être félicitée ni même soutenue. Mais je dois bien admettre que je ne m'attendais pas du tout à ce que la famille autruche vienne me voler dans les plumes. Oh, pour tenter de me ramener dans le moule, les têtes sortaient du sable et les langues se déliaient. Par contre, quand il s'agissait de jouer franc jeu face à la reine-mère, courage, fuyons. Je trouvais leur attitude injuste. Une partie en moi leur en voulait de cultiver une fois de plus le silence vis-à-vis de ma mère. Allez, Charlotte, respire. Après tout, chacun fait comme il peut. Garde ton cap, c'est tout ce qui compte, m'encouragea ma tête. J'ai décidé de prendre le large vis-à-vis de tout ça. Je souhaitais engager mon énergie vers ce qui me nourrissait de vitalité et de joie. Focus exclusif sur mon bébé à venir et sur la famille de cœur que je m'étais construite. À la fin de mon premier trimestre de grossesse, j'ai reçu un message de ma mère. Oh, ça lui arrivait par moments de tenter une petite percée, l'air de rien. Sait-on jamais, des fois que le célèbre « tchic 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 » fonctionne désormais sur moi. Je me souviens la première fois j'avais répondu à son texto « Bonjour, es-tu prête à discuter de ta maladie alcoolique ?» Ma réponse frontale l'avait semble-t-il coupé dans son élan. Retour de son silence radio jusqu'à sa prochaine tentative.
Oh, depuis, je me donnais même plus la peine de lui répondre. Je laissais couler. Sauf que cette fois, ma mère souhaitait parler de l'état de santé de mon père. Alors ni une ni deux, je l'ai appelé lui. Il m'a annoncé qu'une colonie de cellules cancéreuses avait envahi sa vessie et qu'elle s'était déjà peut-être propagée ailleurs. Et voilà, l'heure de la récidive a sonné. En raccrochant, je me suis aperçu que j'avais posé sans m'en rendre compte ma main sur mon ventre, pour protéger mon bébé de l'impact de cette mauvaise nouvelle sans doute. En un rien de temps, toute la famille fut informée de la situation médicale de mon père, et mon téléphone sonna. « Quelle catastrophe pour tes parents! Le cancer serait plus grave qu'il y a 7 ans. Ils vont avoir besoin de soutien, surtout ta mère. Elle a besoin de toi, Charlotte, c'est sérieux, il faut vraiment que tu arrêtes de lui en vouloir maintenant. » Léger moment de flottement dans mon ventre et ma tête. Il me fallait un peu de temps pour faire le point. Je laissais décanter en moi l'ensemble des informations que je venais d'ingurgiter et j'avais de la peine à les digérer. Dans mon ventre, j'ai rapidement senti un immense élan de soutien grandir à l'égard de mon père. Et évidemment, je serais présente à ses côtés, mais hors de question que sa maladie efface comme par magie l'ardoise entre ma mère et moi. Lorsque j'irai le voir, je vivrai en dehors de la maison familiale pour éviter les temps de rencontre avec ma mère. Quelques jours plus tard, au cours d'une consultation médicale de suivi de grossesse, mon médecin me recommanda vivement de limiter mes déplacements puisqu'ils déclenchaient des contractions pouvant mettre en péril la vie du bébé. Aïe! Après des heures de brouillard intérieur, j'ai senti une véritable dichotomie naître en moi. D'un côté, j'étais dans la peau d'une fille, la fille de mon père. Même s'il ne laissait rien paraître, je savais qu'il avait besoin de moi, de nous, pour faire face aux nouvelles épreuves qui l'attendaient. Or, le soutenir à distance au téléphone était certes possible, mais c'était pas comparable à la chaleur réconfortante d'une étreinte, ou à la joie de vivre communicative de sa petite Helena. Et d'un autre côté, j'étais dans la peau d'une maman, la maman de mon tout petit bébé. Il lui restait encore 5 mois à vivre dans mon ventre. Pour le moment, j'en étais l'unique responsable. Sa survie dépendait exclusivement de la qualité de mon nid. Je ne me voyais pas prendre le risque de nuire à mon bébé. Je ne me voyais pas rester plantée à 400 kilomètres de mon père malade. Alors comment faire? Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette situation ne laissait guère de place à la demi-mesure. Je faisais face à un dilemme insoluble, la mère ou la fille. Très vite, je me suis retrouvée carrément clouée sur place. Les contractions étaient pluriquotidiennes, j'ai dû cesser mon travail pour observer du repos à la maison. La tournure des événements avait envoyé la fille en moi au tapis. J'étais KO, excessivement frustrée. J'en venais à penser que ma grossesse tombait mal. Je sentais la culpabilité piquer mon ventre. Difficile pour moi d'accueillir cette émotion inconfortable, elle apportait que de la noirceur. Tout à coup, j'ai visualisé mon père dans son grand pavillon, avec ma mère pour unique compagnie. Mais ça me foutait en l'air d'imaginer cet environnement dénué de toute onde positive. J'étais à la fois très en colère et triste. Je supportais pas le sentiment d'impuissance qui m'habitait de nouveau. C'est en étant plongée dans cet inconfort que m'est venue une idée. J'avais peut-être une carte à jouer pour améliorer la situation de mon père. Pour lui, j'étais prête à faire un pas vers ma mère, à me rapprocher d'elle, lui donner du baume au cœur, de la force, afin qu'elle puisse le soutenir au mieux. Avant de téléphoner à ma mère, j'ai respiré profondément. J'ai écouté avec la plus grande attention le flot de ma vie intérieure. La mère et la fille se sont unies en moi telles les pièces d'un puzzle. Cette douce sensation d'unité retrouvée était le signe que j'attendais. J'ai su alors que ma démarche était juste. Immédiatement, j'ai précisé à ma mère que je venais en paix. J'ai tout de même tenté d'effleurer le sujet de son alcoolisme, mais d'entrée de jeu, elle a rejeté toute responsabilité concernant le litige qui nous opposait. Et puis,
Elle m'a exposé la situation d'une façon totalement revisitée, à travers le prisme de son déni. Peu importe, ce n'était plus l'objet de mon combat. Je ne voyais plus que le seul point commun qui nous liait toutes les deux, notre atome crochu, notre zone de paix, mon père. Nous étions au diapason lorsqu'il s'agissait de lui. Toutes les deux nous voulions la même chose, l'aimer et l'accompagner. J'allais m'accrocher à ça maintenant, envers et contre tout. Quelques semaines plus tard, j'ai perçu à sa voix que mon père n'était pas très serein au sujet de son intervention chirurgicale imminente. Et, en effet, le bilan post-opératoire sembla mitigé et il rentra chez lui très affaibli. Un matin, alors que j'étais tranquillement installée dans mon canapé, en pleine discussion avec mon bébé dans le ventre, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Elle était paniquée, en larmes, je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. D'instinct, j'ai pris quelques secondes de repli sur moi pour respirer, nous oxygéner, le bébé et moi. Ma mère ne parvenait pas à s'apaiser. J'ai compris tant bien que mal la situation, mon père venait de faire un malaise et il ne parvenait plus à rejoindre son lit. Je l'entendais en arrière-plan baragouiner quelques mots. Oh, le pauvre, il semblait très confus. Lorsque j'ai demandé à ma mère d'appeler le SAMU ou les pompiers, sa réponse me laissa bouche bée. « Non, je vais pas appeler les pompiers. Papa ne veut pas, en plus. Oh là là, mais si tu voyais dans quel état il est. Ça l'a complètement bousillé, cette opération. Il a même plus la force de bouger. Il transpire. Oh, mais je crains qu'il ne fasse de nouveau un malaise. » Bon, maman, d'où je suis, je peux rien faire. La seule solution, c'est que tu appelles les secours. Oh, bah c'est sûr que pour pas être là, t'es pas là. On peut dire qu'elle tombe vraiment à pic, ta grossesse. Bon, je vais raccrocher, hein. Je t'appelais parce que fallait que je partage ma panique avec quelqu'un. Et comme t'es dans le médical, j'espérais que t'aies une solution à me proposer. Oh bon bah, je t'appellerai plus tard. Yvan, attention, tu vas tomber! 15 minutes plus tard, j'avais de nouveau ma mère en ligne. Statu quo. Mon père n'avait pas bougé. Oh, tous les deux semblaient dans l'impasse. En apparence, j'étais placide. À l'intérieur, je bouillonnais littéralement. Au vu du contexte, ma mère écopait d'un tout nouveau statut, celui d'aidante. Et la gestion de ce premier incident n'augurait rien de bon. Les minutes passaient. Comme ma mère ne semblait toujours pas résolue à appeler les numéros d'urgence, je suis parvenue tout de même à la convaincre d'aller chercher du secours auprès de ses voisins. Lorsque mon père a pu enfin rejoindre son lit, ma mère a retrouvé son calme et j'en ai profité pour revoir avec elle les réflexes à avoir en cas de survenue d'un nouvel incident. « Maman, tu vois bien que papa est vulnérable en ce moment. C'est toi, son unique accompagnante, tu es sa personne référente. La responsabilité d'agir pour son bien te revient, et ce, quel que soit ce qu'il peut te dire. » En m'écoutant parler, j'ai réalisé à quel point tout ce que je lui disais résonnait en moi en pure hérésie. Ma mère, une aidante, responsable. Oh, il fallait que mon père se retape, et vite. Sinon, c'était la catastrophe assurée. Malheureusement, les incidents se multiplièrent. Environ 2 fois par semaine survenait le nouveau mode opératoire numéro 5 de ma mère. L'appel à témoins de l'aidante débordée qui ne veut pas se faire aider. À force, j'avais plus rien à apprendre des opérateurs du standard des urgences. Toujours avec le plus grand calme, je recueillais les informations concernant l'état de mon père, puis j'argumentais auprès de ma mère la nécessité qu'elle appelle les secours. Malheureusement, sans succès. À chaque fois, elle était tellement sidérée qu'elle en perdait tout bon sens. Une profonde inquiétude se logea dans mon ventre. Ma mère était visiblement en difficulté pour gérer les situations matinales délicates. Mais qu'en serait-il si elle survenait le soir? La lourde tâche de porter assistance à mon père reviendrait alors à Mr. Hyde. J'ai senti un effroi d'une intensité sans pareille me glacer à l'intérieur. Et puis je me suis surprise à rire. En y regardant de plus près, la situation était vraiment pathétique.
mon père médecin, qui depuis toutes ces années avait choisi de rester auprès de ma mère sans lui apporter l'aide dont elle avait pourtant grand besoin. Aujourd'hui, il était devenu une personne vulnérable et se retrouvait dépendant des bons petits soins de sa femme. Oh, la morale de cette histoire était dramatique et burlesque à la fois. Docteur Autruche faisait l'expérience de l'arroseur arrosé. Les mois passaient. Chaque jour, je redoutais l'appel de la police ou du SAMU m'annonçant la survenue d'un incident domestique grave chez mes parents. Difficile période, le cancer de mon père ne cessait de s'étendre et la crise sanitaire du Covid-19 battait son plein. C'était une véritable pagaille. Mon père avait besoin de subir une deuxième opération très lourde. Elle représentait son unique espoir de pouvoir bénéficier d'un peu de sursis. Mais malheureusement, au vu du contexte sanitaire, cette dernière ne cessait d'être décalée, annulée, reportée. Ma mère était folle de rage contre l'organisation hospitalière. Je comprenais la révolte et le désespoir de cette épouse totalement impuissante face à un système incapable de prendre en charge son mari. J'avais de la compassion pour elle, sincèrement. Alors je l'appelais régulièrement pour lui témoigner mon soutien. Par contre, lorsqu'elle me téléphonait en soirée, je ne décrochais jamais. Je refusais d'avoir affaire à son double alcoolique. C'était devenu difficile pour moi de discuter au téléphone avec mon père, au vu de sa situation, mais je ne savais plus quoi dire. J'étais désabusée. Parfois, je rêvassais longuement en regardant l'attestation de déplacement dérogatoire. Le temps d'un instant, je m'imaginais sans bébé dans le ventre. Je me voyais prendre un crayon, cocher l'item « motif familial impérieux » et sauter dans ma voiture. Je traverserais en un temps record l'autoroute déserte. Une fois arrivé chez mes parents, je prendrais soin de mon père. Je lui préparerais ses desserts préférés. Je lui tiendrais compagnie avec radio classique en fond sonore. Je lui caresserais la tête, tout en lui racontant les dernières aventures d'Helena. Il adorerait ça. À chaque fois, j'étais tirée de ma rêverie par les vifs coups de pied du bébé dans mon ventre. Instantanément, je ressentais une gigantesque vague d'amour m'envelopper. C'était tellement doux et réconfortant. Heureusement qu'il était là, ce bébé. J'avais hâte que le temps passe pour pouvoir le serrer dans mes bras. Et d'un autre côté, chaque nouvelle journée écoulée rendait mon père plus diminué que la veille. J'avais très peur que la vie ne lui offre pas la chance cette fois de rencontrer ma deuxième fille. On avait beau vivre à l'ère d'une toute nouvelle époque, insolite et anxiogène à l'échelle mondiale. La perspective d'accueillir cette petite fille nous mettait tous les 3 et demi à l'abri de la dictature de la peur véhiculée sans interruption par les médias. On avait ainsi créé notre propre microclimat. Chaque jour, on célébrait la vie. Mon petit bébé m'insufflait tellement de force et de courage au quotidien. Lorsque je me retrouvais aspirée dans l'univers de la 4e dimension, au cours de mes escapades téléphoniques anxiogènes avec ma mère, je faisais face encore et encore à son instabilité, son incapacité flagrante à endosser le rôle d'aidante. J'étais témoin de ces actes de non-assistance à personne en danger à l'égard de mon père. Pendant de brefs instants, j'étais hébétée, happée de nouveau dans ma peau d'enfant. La petite Charlotte avait les yeux grands ouverts et regardait, le cœur lacéré. Ses 2 parents s'enfonçaient toujours plus dans une situation dramatiquement malsaine. Oh, c'était de la torture pour mon ventre de petite fille. Alors vite, je me reconnectais à mon ventre d'adulte pour renouer avec la vie. Je la sentais qui s'épanouissait en moi chaque jour. Mon bébé, ma coloc, comme je l'appelais souvent. Elle était à mes yeux une précieuse étoile filante, capable d'illuminer le ciel, même le plus obscur. On était toutes les 2 dans le même bateau, lancées dans cette traversée sinueuse. Elle était un soutien viscéral pour moi. Un lien très fort nous unissait déjà. Or je sentais la maman en moi en croissance exponentielle. Totalement libérée de mes peurs passées, je débordais d'amour pour mes enfants. Il émanait de mon cœur de maman une telle tendresse qu'elle parvenait même à consoler mon cœur de fille.
Quelques jours avant sa tant attendue et redoutée opération, mon père m'a téléphoné. Bon, Minounette, mon petit chirurgien a beau être l'un des plus talentueux de sa génération, il ne peut malgré tout pas faire de miracle. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à me faufiler entre les mailles du filet et je compte bien continuer ainsi. Par contre, si jamais ça devait mal tourner, on est d'accord, hein. Toi, tu ne bouges pas. Tu continues à couver gentiment ta petite merveille. Un drame vaut mieux que deux. J'avais beau être dans mon 9e mois de grossesse, je ne m'étais encore jamais sentie aussi légère qu'après avoir entendu ces mots prononcés par mon père. Il venait couper l'herbe sous le pied au ravage de la culpabilité. En silence, mon ventre le remercia chaleureusement pour cette précieuse mise au point. Je la recevais comme un cadeau. Bien entendu, j'avais déjà envisagé ce scénario, celui de la frustration poussée à l'extrême. Ne pas revoir mon père vivant, être contrainte de faire mon deuil sans l'avoir vu mort ni même assister à ses obsèques. Ça me paraissait totalement surréaliste et infiniment douloureux rien que d'y penser. Et pourtant, si la situation venait à se présenter, je sentais dans mon ventre que j'aurais les ressources pour y faire face. Toutefois, je continuais chaque jour à supplier l'univers de bien vouloir m'épargner cette cruelle épreuve. L'intervention de mon père fut une réussite, mais le combat était loin d'être terminé. Il allait devoir entamer une cure de chimiothérapie féroce. Mais où les médecins allaient-ils s'arrêter ? Est-ce que ce n'était pas déjà de l'acharnement thérapeutique ? Le pauvre, cette opération semblait lui avoir donné le coup de grâce. Avec le protocole Covid-19, il ne pouvait recevoir aucune visite à l'hôpital. Toute la famille vivait cette situation comme un cauchemar. Pour moi, le véritable enfer a débuté quand mon père est rentré chez lui. Ma mère ne s'arrêtait plus avec son mode opératoire numéro 5. Malaise, chute, crise de tremblement. Mon père semblait vraiment pris d'assaut par son cancer, et Mr. Hyde veillait sur lui de plus en plus tôt chaque jour. Un matin, ma mère me téléphona. J'entendais un bruit omniprésent très gênant en arrière-plan. C'était mon père qui claquait des dents. « Oh, mais je sais pas quoi faire, ça fait 1 heure qu'il n'arrive pas à bouger. Oh, il a de la fièvre et l'air hagard, mais qu'est-ce qu'il a, à ton avis ?» Waouh, mais ça a l'air sérieux, t'as appelé l'hôpital, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ben non, j'ai appelé personne, papa ne veut pas. Mais qu'est-ce que tu fabriques, maman, depuis 1 heure alors ? Mais j'ai essayé de l'aider à mieux s'installer, à prendre son traitement, mais c'est impossible. Oh, mais je t'assure, c'est vraiment pas la vie que j'imaginais pour ma retraite. Mais t'as conscience de la gravité de la situation ? Si ça se trouve, papa est en train de faire une septicémie. Grouille-toi d'appeler les secours, il risque de mourir dans votre lit. Mais non, je te dis. Papa est têtu. Il dit que c'est lui le médecin ici. Il veut attendre, voir si ça passe. Alors ? Non, je ne vais pas appeler les secours. Mais bordel, dans ces cas-là, pourquoi tu m'appelles alors ? Mais pour partager ma peur avec toi, pardi ! Tu crois que c'est facile pour moi ? Mais j'ai la trouille de le voir dans un tel état. Ça me rassure de te parler. Ça me donne l'impression d'être moins seule pour faire face à la situation. Dans ma tête, ça turbinait. Dans mon ventre, ça crachait du feu. Je supportais plus que ma mère me mette dans cette terrible position de témoin passif. Mais je m'en voudrais toute ma vie si mon père mourait des suites d'une septicémie non prise en charge. Cette fois, hors de question que je reste les bras croisés sans rien faire. Maman, je te laisse. Je vais contacter l'hôpital, moi, et je te rappelle. Par chance, l'une de mes amies travaillait dans le service qui s'occupait de mon père. D'après elle, il était évidemment urgent d'appeler une ambulance. J'ai transmis l'info à ma mère, et je me suis allongée. J'en avais grand besoin. J'ai respiré. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Détendre mon corps tout en caressant mon ventre. Quelques minutes plus tard, j'ai appelé ma mère sur son téléphone portable. « Alors ça y est, vous êtes dans l'ambulance ?»« Non, pas du tout. C'est qu'avec tout ce bazar avec papa depuis ce matin, moi j'ai pas encore eu le temps de prendre ma douche. Je ferai appel à leur service dès que je serai prête. » Ch'ti !
J'ai raccroché. Une seconde de plus et j'allais péter un câble. Oh, à cet instant, respirer ne m'était plus d'aucun secours. Je me suis empressée de trouver le numéro de la compagnie d'ambulance située près de chez mes parents. Au moment de taper le numéro, ma mère me téléphona. « Allô ? Ben, je comprends pas, on a été coupé tout à l'heure. Bon, j'en ai profité pour téléphoner et l'ambulance ne va pas tarder à arriver. Je te laisse, ma puce. Promis, je te tiens au courant. » Ce jour-là, une question m'obséda. Comment tout cela allait-il bien pouvoir se finir ? Mon père resta hospitalisé quelques jours tant sa convalescence était périlleuse. C'était inquiétant, mais dans un sens, tant qu'il était loin de Mr. Hyde, moi je pouvais dormir sur mes 2 oreilles. Quelques semaines plus tard, branle-bas de combat. Notre Alice semblait sur le point de faire sa grande entrée parmi nous. Le temps de quelques jours, la vie balaya la maladie et tous ses tourments. Toute la famille était unie face à l'interminable attente de recevoir la photo de notre rayon de soleil. Durant le travail précédant l'accouchement, j'étais en connexion maximale avec mon ventre. Pour la première fois, lui et moi ne formions plus qu'un. Après des heures de labeur, lorsque j'ai attrapé enfin ce petit être chaud pour l'aider à s'extirper de mon corps, oh, je me suis sentie plus incarnée que jamais. Ma petite fille avait les yeux grands ouverts et me regardait. Elle était magnifique. Maintenant que nous étions 4, j'ai senti notre socle familial redoubler d'amour et de force. Désormais, peu importe ce qui pouvait arriver, avec mes 3 trésors à mes côtés, je sentais que je pourrais tout affronter. Accoucher fut pour moi une véritable délivrance dans tous les sens du terme. À moi le passeport pour la liberté! J'allais enfin pouvoir rejoindre mon papa. Alors, lorsque quelques jours plus tard je suis arrivée chez mes parents avec mon nourrisson dans les bras, je me suis sentie comme le Messie qui répand le bonheur et la providence autour de lui. Helena a sauté au cou de sa mamie et toutes les 2 se sont empressées de rattraper les 8 mois de câlins dont elles avaient tant manqué. De mon côté, j'approchais doucement de mon père. Constater sa fragilité blessa mon ventre. Toutefois, ce que je percevais de lui à cet instant, c'était bien plus que l'homme amaigri et affaibli par la maladie. Ses yeux, ils retenaient toute mon attention. Mon père avait le regard incroyablement pétillant d'un enfant qui découvre la magie de la vie. C'était Alice qu'il fixait avec tant d'intensité. Je pouvais ressentir la joie profonde qui émanait de mon père alors qu'il rencontrait sa petite fille. Il l'observait sous toutes les coutures, je voyais bien qu'il était déjà sous son charme. Et puis, nous nous sommes regardés, mon papa et moi. Pour la première fois, j'ai senti mon ventre entrer en connexion avec le sien. Tous les 2 semblaient partager le même ressenti, celui du soulagement le plus profond. Je les serrais tendrement dans mes bras et j'étais emplie de gratitude, bien consciente que ce que nous étions en train de vivre aurait pu rester un tragique rendez-vous manqué. Puis j'ai embrassé ma mère et je lui ai confié Alice dans les bras. J'étais contente de pouvoir lui offrir à elle aussi cette jolie parenthèse dorée pleine d'amour et de tendresse. À cet instant, dans mon ventre, dans ma tête, j'ai accueilli l'envie de nous offrir à tous ce cadeau des retrouvailles sous le signe du partage et de la paix. Une trêve, juste le temps d'une journée. Fin du chapitre 4.